Bienvenue dans Moyen Mag. Il est des entreprises dont on ne parle pratiquement jamais et la Société des Poudres d'Hermillon fait partie de cette catégorie. Nous recevons Gérard Zilly qui en est le directeur. Gérard Zilly, bonsoir. Bonsoir. Cette société, est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année elle a été créée, son historique? Ok, on va essayer. Donc, cette société s'appelle aujourd'hui Poudre Hermillon. Elle a été aussi connue dans la vallée sous le nom de Péchinet Hermillon, sous le nom de SPPS, Société des Poudres et Produits Spéciaux, sous le nom de CG Dur, sur le nom d'Aluminium Péchinet Vente. Tout ça pour dire qu'elle a un long passé local. Ce passé remonte en fait aux années 57-58. Jusqu'en 57, la production a été localisée à Chambéry. En 57, l'usine a été invitée à se déplacer. Elle s'est donc installée en Hermillon. Pourquoi Hermillon? Je dirais qu'il y avait une logique industrielle puisque nous consommons de l'aluminium et donc dans ces années-là, nous étions approvisionnés en métal liquide directement depuis la salle d'électrolyse de Saint-Jean qui est située à 3 km de chez nous, qui est toujours, sauf que désormais on reçoit l'aluminium sous forme de lingots, aussi bien de Rotterdam que du monde entier. Hermillon à l'époque offrait aussi la disponibilité de terrain. Donc tout ça remonte aux années 58. Jusque dans les années 80, nous étions plus ou moins, on va dire, un atelier annexe de la salle d'électrolyse de Saint-Jean et dont nous transformions une partie du métal liquide. En 80, malheureusement, l'usine, je dirais, a connu une grave explosion qui l'a complètement rasée et il a fallu attendre 82 pour que la production redémarre. L'usine a connu, je dirais, un fort développement ensuite, ou de forts investissements du fait de Péchinet dans les années 87-90. À ce moment-là, on s'est donné un nouvel atomiseur qui était à l'époque dédié au marché de la fusée Ariane. Parce qu'on le sait ou on ne le sait pas, mais la poudre d'aluminium, c'est quelque chose qui est réactif et qui sert notamment à la propulsion. Donc cet atomiseur devait alimenter les boosters de la fusée Ariane. Quand la fusée Ariane décolle, en fait, il y a 100 tonnes de poudre d'aluminium qui brûlent en quelques minutes. Bon, malheureusement, ce marché nous a échappé, puisqu'aujourd'hui encore, il est aux mains du concurrent Alpoco. Dans la même période, on a aussi essayé de développer des grenailles alliées dédiées à, on va dire, des matériaux à vocation aéronautique. Voilà, toujours dans ces années 87-90, on a eu une expansion aussi, où le site a connu une expansion du fait du rapatriement sur Hermillon de production nous venant de l'usine de l'APRA, donc Haute-Maurienne qui fermait, dont on a rapatrié les productions d'anodes. Donc ce sont des productions, c'était de la fonderie, de bracelets d'aluminium, d'alliage mer, les fameuses anodes sacrificielles qui servaient à protéger en fait les gazoducs, les pipelines sous-marins, les plateformes pétrolières, etc. Donc ça c'est une production qui a été très active jusque dans les années 1998-99 et c'est une production qui s'est éteinte, qu'on a définitivement éteinte depuis 2 ans. Une production qui a fait quelques milliers de tonnes par an dans les grandes années, dans les années donc, fin 90, qui sur la fin ne faisait plus que quelques tonnes. Bon, tout ça pour dire aussi que c'est en 99 que Péchinet nous a vendu à un groupe américain qui s'appelle USBP, US Bronze Powder. Donc, comme son nom l'indique, c'est un groupe qui est entièrement dédié aux poudres d'aluminium ou de bronze. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons quitté la dénomination Péchinet Hermillon pour bien sûr prendre la dénomination Poudre Hermillon, qu'on a encore aujourd'hui. D'accord. C'est toujours le même actionnaire? Alors l'actionnaire, oui, c'est un actionnariat très familial puisque le propriétaire c'est un nommé M. Clive Ramsey qui détient 95% des actions et le groupe aujourd'hui est essentiellement constitué, on va dire, de 2 sites de production, tous les 2 dédiés à la poudre d'aluminium, nous-mêmes en Europe, Hermillon, et nos collègues, notre usine d'Ampal, enfin la société Ampal qui est située, on va dire, à 80 km au sud de New York. Et de part et d'autre, je dirais, de l'Atlantique, on se partage les mêmes marchés et essentiellement les mêmes clients qui sont des sociétés internationales ayant pied aussi bien en Europe qu'aux USA. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette usine?
Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Alors bon, on a dit poudre, donc, et poudre métallique, poudre d'aluminium. Donc une poudre, on va dire même c'est une poussière, encore que ce soit un terme assez péjoratif, c'est-à-dire des particules qui font systématiquement inférieures à 1 mm et couramment inférieures à 100 microns. Aujourd'hui, on atteint même un niveau particulier qui est de 1, 2, 6, 10 microns. Et c'est même une de nos spécialités de savoir, je dirais, extraire, sélecter des particules aussi fines. Alors, comment est-ce qu'on fait ces poudres d'aluminium? Alors, donc, c'est une industrie métallurgique. Ça reste de l'industrie lourde, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre plusieurs milliers de tonnes d'aluminium par an. Typiquement, on fait 8000 tonnes de poussière d'aluminium par an, ce qui n'est pas rien, avec un nombre restreint de personnel, puisque tout intégré, y compris, je dirais, le service commercial, etc., labos et autres, on est 29 personnes aujourd'hui. Donc on a, en toute modestie, une assez bonne productivité. La poudre d'aluminium, comment se fabrique-t-elle? Avec quel équipement? On prend des lingots d'aluminium, donc ce sont, on va dire, des lingots qui font de 600 kg à 1 tonne d'aluminium. On les charge dans des gros fours. Gros four, tout est relatif, mais là une dizaine de tonnes, des fours brûleurs à gaz, on fond l'aluminium, on le porte à une température de 750 degrés, et là on fait couler l'aluminium à travers une buse, sous un débit de 500 kg à 2 tonnes à l'heure. Donc ça coule à l'instar d'un robinet, enfin, etc. Et à la sortie, vous allez pulvériser ce jet de métal liquide par un débit de gaz comprimé, qui peut être de l'air ou de l'azote. Et donc évidemment, le métal liquide est pulvérisé en micro-gouttelettes qui sont tellement, je dirais, microscopiques qu'elles se solidifient instantanément. Donc après ces gouttelettes, notre travail c'est de les collecter et évidemment de les trier. Donc grossièrement, on va avoir un spectre atomisé qui va faire de 0 à 1 mm et vous allez devoir le segmenter en particules inférieures à 10 microns, 45 microns, 100 microns, etc. Chaque catégorie de particules ayant son propre marché. Donc vous utilisez une technologie de pointe, mais vous n'êtes pas les seuls en Maurienne. La société Labor, avec d'autres partenaires mauriennais, a fabriqué les poulies pour les ascenseurs de la Tour Eiffel. Donc je vous propose de regarder un reportage sur cette réalisation. Volontiers, allons-y. Située le long de la voie ferrée à Saint-Jean-de-Maurienne, l'entreprise Labor existe depuis 1929. Elle construit des grues portuaires et ferroviaires. Le savoir-faire de l'entreprise est connu dans la France entière. Sa spécialité, la fabrication de grosses mécaniques et la construction de pièces de grande dimension, et notamment pour la rénovation du système des ascenseurs hydrauliques des piliers Est et Ouest de la Tour Eiffel. Et donc la Tour Eiffel est un des clients potentiels que nous avons depuis toujours. Nous n'avions jamais travaillé directement avec eux, mais avec des sous-traitants. Et c'est encore le cas cette fois, puisque c'est l'entreprise Baudin-Châteauneuf de Châteauneuf-sur-Loire qui est l'intermédiaire, qui est le véritable donneur d'ordre dans cette affaire. Et qui est le client de la société de la Tour Eiffel. C'est ainsi qu'on a eu ces poulies. Cette affaire, ça rentre dans le cadre de la rénovation d'un des 4 ascenseurs des piliers de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a 4 piliers. Tous les 4 sont équipés d'ascenseurs. Il y en a 3 qui sont ouverts au public et le 4e qui sert de monte-charge. Dans le cadre d'une rénovation de ces appareils qui date pour les plus récents de 1899, la Tour Eiffel a entrepris de rénover le pilier ouest, qui correspond à l'affaire en cours. Et puis il y a une deuxième tranche conditionnelle qui viendra ensuite, qui sera le pilier est. Dans le cadre de cette rénovation, cet ascenseur qui a été construit au départ par la société Fivelil est composé d'un vérin hydraulique qui entraîne des poulies qui permettent de manœuvrer le câble de montée de l'ascenseur. Cet ascenseur, c'est un ascenseur assez exceptionnel puisqu'il a 12 tonnes de charge. Ça doit être, à ma connaissance, ça doit être un des plus gros ascenseurs du monde. Et il a une course d'une centaine de mètres, un peu plus de 100 mètres, puisqu'il monte au 2e étage de la Tour Eiffel. Donc, dans le cadre de cette rénovation, il y a les poulies qui sont à exécuter et c'est la partie de l'affaire qui nous intéresse. Les poulies sont des organes essentiels à la réparation des ascenseurs. Leur particularité a été de les rendre démontables pour pouvoir les installer dans les soubassements des piliers.
Car en effet, les accès au sous-sol des piliers sont très petites et leur modification pourrait fragiliser le monument. Les poulies sont constituées d'un moyeu central qui porte les roulements autour desquels elles vont tourner. Sur ces moyeux sont boulonnés des rayons, qui sont les rayons d'une roue de vélo identique. Et sur ces rayons est montée une jante qui n'a pas pu être faite en une seule partie, puisque les diamètres de ces poulies, qui sont de 3 mètres pour les poulies qui sont enterrées, ne permettent pas de passer par les ascenseurs qui permettent d'accéder aux salles. Et donc ces jantes, contrairement à une roue standard, sont faites en plusieurs parties. Il s'agit de rayons qui sont au nombre de 5 pour les poulies de 3 mètres et de 7 pour les poulies de 4 mètres qui vont, elles, dans la tour. Donc ces différents éléments sont assemblés et ensuite montés sur un axe et des roulements qui permettent à la poulie de tourner. Et ensuite, ces poulies sont assemblées par 3 parce qu'à l'époque, les câbles qui étaient construits en 1898 ne permettaient pas de prendre la charge complète de l'ascenseur. La construction, la conception par elle-même de ces poulies implique d'avoir une très grande précision sur toutes les pièces pour avoir la précision finale sur la poulie terminée requise. Et donc on a été obligé de faire appel à des sous-traitants pointus pour réaliser ce type de pièces. Les sous-traitants, on les a choisis sur la région de Saint-Jean parce que les compétences existent. Les moyeux ont été confiés à l'entreprise 1000 de Pont-à-Marfray, qui les a réalisés sur une machine à commande numérique et qui a permis de réaliser les cotes au centième et même moins de précision pour obtenir la précision désirée, parce que ces moyeux sont très importants, les rayons sont vissés dessus et les rayons étant très longs, si on a un tout petit défaut de planéité de la face, le rayon multiplie le défaut et on arrive avec beaucoup d'écart au bout du rayon. Ensuite, les rayons eux-mêmes ont été réalisés par la société Dissant qui a réalisé toute la mécano-soudure des rayons et l'usinage de ces rayons. Donc c'est pareil, il fallait des machines qui soient assez performantes, il fallait des robots de soudure pour pouvoir souder les rayons. Et puis il fallait des machines performantes pour pouvoir usiner les rayons en une seule pièce. Comme ce sont des rayons qui sont très importants, il fallait des machines importantes. Et donc la société Dissant avait les machines correspondantes. Ensuite, les secteurs ont été confiés à la société Pognon-Gros de Saint-Jean également, enfin de Villars-Gondran plus précisément, qui a usiné ces secteurs sur une machine à commande numérique, sur 2 machines plus exactement, puisque la cadence qu'on nous imposait, il y a quand même 10 rayons par poulie simple, c'est-à-dire 30 rayons par poulie multiple, sachant qu'il y a 16 poulies multiples, vous voyez, ça fait un nombre de rayons très conséquent. Et donc il a été obligé de travailler sur 2 machines pour pouvoir tenir la cadence. Et donc là, les pièces ont été livrées finies par ces 3 entreprises à notre société. Et nous avons réalisé le montage, l'assemblage et plus l'usinage final que vous avez pu voir sur la grosse machine qui était derrière nous tout à l'heure. Avec des fréquentations de plusieurs milliers de visiteurs par jour, la Tour Eiffel reste l'un des monuments les plus visités. Les impératifs de délai sont alors très serrés pour les intervenants de la rénovation des ascenseurs. Et donc, effectivement, on nous a imposé des délais. Donc, nous avons fait un planning au départ que jusqu'à aujourd'hui nous avons tenu. Et bon, compte tenu de la bonne réalisation du chantier, nous pensons que nous allons sans problème le tenir jusqu'à l'extrémité. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons livré presque 50% du marché. Dans les caisses que vous pourrez voir tout à l'heure, il y a 2 poulies qui sont prêtes à expédition pour la prochaine livraison qui normalement est prévue pour lundi prochain. Et ensuite, jusqu'au 18 décembre, on va échelonner 2 poulies tous les 15 jours. Et le 18 décembre, c'est le terme du marché de livraison pour le premier ascenseur, donc qui concerne le pilier ouest. Alors la mise en service est beaucoup plus tardive. Elle devrait intervenir si Baudin-Châteauneuf respecte ses délais par ailleurs, en juin 2011. Parce qu'il y a toute la machinerie hydraulique qui a été reprise, qui datait de 1899 et qui a été reprise complètement. Et donc il y a une très grande période de mise au point et de réglage de cette nouvelle hydraulique, qui est une hydraulique écologique, qui conserve une hydraulique à eau qui est d'origine, et donc qui présente pas mal de difficultés, mais qui est aussi une hydraulique de prestige pour la société de la Tour Eiffel. Et donc mise en service juin 2011, prévisionnel.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est du beau travail. Vous connaissez la société Labor? On a l'occasion effectivement de travailler ensemble. En particulier s'occupe de nos groupes hydrauliques, le cas échéant. Vous travaillez avec de nombreux sous-traitants, Moriennais ou Oui, autres? bien sûr, oui, toutes les sociétés de chaudronnerie, de mécano-soudure et sociétés d'électricité, etc. travaillent avec nous. Et donc, cette poudre d'alumine, vous la vendez à des clients, évidemment. Ouais. Et donc, quels sont vos Alors, principaux quels sont nos clients? marchés ou nos clients? Alors, d'abord, comment dire, les utilisations de la poudre d'aluminium. Donc, d'abord, une des caractéristiques de la poudre d'aluminium ou de l'aluminium, c'est d'être quelque chose de très réactif. Donc, les débouchés possibles, par exemple, ça va être la soudure aluminothermique. Qu'est-ce que c'est que la soudure aluminothermique? Quand vous avez besoin de souder deux rails, en fait, vous mettez, comment dire, un mélange constitué de poudre d'aluminium, d'oxyde de fer, etc. Et si vous allumez l'aluminium, il va réduire les constituants qui sont dans le creuset et faire un alliage in situ entre les deux rails. Bon, voilà un des gros débouchés. Quand je dis gros débouchés, ça veut dire que ça représente plusieurs milliers de tonnes sur le marché européen à l'année. Et c'est quelle part de votre chiffre d'affaires? Chez nous, sans parler de chiffre d'affaires, mais de tonnage, ça représente facilement 10 à 15% de notre marché. D'ailleurs, avec un partenaire français qui est Société Raitec pour ne pas la citer, mais aussi des clients en Espagne. Autre usage de la poudre d'aluminium, par exemple, les produits antitranspirants. L'aluminium, enfin en réaction avec de l'acide chlorhydrique, etc., fait un hydrochlorure d'aluminium. Et ça participe en fait à faire, vous savez, les sticks qu'on va se passer sous les aisselles, etc., pour bloquer la transpiration. Et ça aussi, c'est étonnant, mais ça représente sur le marché européen, encore une fois, plusieurs milliers de tonnes d'aluminium, et encore une fois pour nous, quelque chose comme 10% de nos débouchés. Autre marché, typiquement évidemment la chimie. Alors ça ne vous dit rien, ce sont les alkyles d'aluminium, mais ce sont des produits qui interviennent dans la fabrication de certaines huiles synthétiques et qui participent à la pétrochimie. Et là, carrément, au niveau européen, c'est 10 000 tonnes qui sont en jeu, et pour nous, c'est probablement 25% de notre marché. Autre produit, gros marché, l'oxyde de titane. En fait, c'est un produit qui participe à la fabrication des peintures. Évidemment, l'aluminium étant très réactif, on l'utilise aussi pour les explosifs de carrière, pour doper les explosifs de carrière et dans une moindre mesure les explosifs militaires. Et enfin, un marché de plusieurs milliers de tonnes aussi, c'est le béton cellulaire, enfin la poudre d'aluminium, une fois qu'elle est laminée, c'est-à-dire qu'elle donne de la poudre lamellaire, c'est-à-dire des micro-confettis d'aluminium, et utilisée à la fabrication de béton cellulaire. Donc je ne sais, bon, je ne veux pas citer des marques, mais pour parler des bétons cellulaires type Siporex, Eaton, enfin ce sont des procédés. Il faut savoir que voilà, vous prenez de la poudre d'aluminium, vous la mélangez à votre béton, vous y ajoutez un peu de chaux, vous allez avoir un dégagement gazeux, une réaction chimique, un dégagement gazeux, et ces bulles, si vous arrivez à les piéger dans le béton, vont faire un béton alvéolaire, qui est excellent, isolant, phonique, thermique, etc. Et c'est un gros débouché pour la poudre d'aluminium et aussi pour nous. Voilà les principaux débouchés. Alors évidemment, aujourd'hui, en fait, comme tout le monde, c'est de se mettre sur des niches. Et la niche technologique et quelque part financière pour nous aussi, ce sont ce qu'on appelle les ultra-fines d'aluminium. C'est-à-dire que maintenant, on s'est rendu capable de sélecter des particules à hauteur avec des diamètres moyens de 2, 3, 4 microns, avec vraiment une coupe de sélection très précise. Donc ça, je dirais, c'est un réel savoir-faire. Quelque chose qu'on a mis au point dans les 5 dernières années. On a beaucoup investi sur le sujet, on va encore se développer là-dessus. Et à quoi ça sert? Typiquement, ces ultra-fines d'aluminium, aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées à la fabrication de panneaux solaires. Un panneau solaire, vous avez une face qui est faite de cristaux de silicium, et l'autre face, on ne le sait généralement pas, c'est une induction de pâte conductive d'aluminium. Donc on a un gros marché là-dessus, évidemment, un marché qui est en plein développement. Et assez rémunérateur, il faut le dire. Maintenant, les ultra-fines d'aluminium, ça peut aussi participer à la fabrication d'encre,
ça peut participer à la fabrication de peintures métalliques ou d'incrustations dans les résines. Et aujourd'hui, voilà, c'est notre axe de développement. D'accord, donc vous avez donc des projets d'avenir bien sûr, importants. Sinon on est condamné à disparaître. Ouais. Et donc on peut envisager un développement de votre société dans les années qui viennent? Tout à fait. Alors je dirais le développement, on peut le voir sous deux formes. D'abord, je dirais, donc on a dit qu'on a un marché porteur qui sont les ultra-fines. Donc on s'apprête dans les, je dirais, 2 ans qui viennent à investir et démarrer un nouvel atomiseur qui aura cette particularité, je dirais, d'avoir un spectre d'atomisation très fin. Et les produits atomisés, ces fines atomisées, on va se donner les moyens de les sélecter, de les mélanger, de les brasser, de les empâter. Donc on a un investissement majeur de plusieurs millions d'euros qui va se faire dans les 2 ans qui viennent. On est en pleine tractation, en pleine gestation technologique et levée de ressources, levée financière. Voilà. Donc on peut espérer donc, une augmentation de votre effectif? Oui, on l'a même chiffré. Alors bon, tout est relatif, c'est-à-dire que comme nous sommes une petite société, je vous ai dit une trentaine de personnes, donc il est probable que cela va créer 5-6 emplois. Ce qui n'est pas négligeable. À notre échelon, ce n'est pas négligeable. Ouais. Et voilà, donc alors l'autre opportunité qui peut... Donc voilà, ça c'est un investissement majeur. Et l'autre opportunité qui nous est donnée de développement, c'est plus, je dirais, sur des communautés, mais jusqu'à présent, je dirais, on était en concurrence, on a des concurrents, notamment avec des produits qui nous venaient de Russie, donc des produits à moindre coût. Il se trouve que les coûts russes et surtout les coûts de transport ont augmenté, et il est probable qu'aujourd'hui, on a des parts de marché à reconquérir sur ces produits anciennement à bas coût, mais qui aujourd'hui ne sont plus autant. Donc voilà, on a une part de marché, notamment en Allemagne ou dans l'Est de l'Europe, à reprendre sur une concurrence qui jusque-là était essentiellement russe. Gérard Zilli, merci de nous avoir présenté donc, toute cette activité qu'on a du mal à imaginer quand on passe à côté de votre usine. La semaine prochaine, vous retrouverez Pascal Jorsin pour présenter les Maurienne Mag. Au revoir. Bonsoir.